L'acronyme VARC est une classification bien connue des styles d'apprentissage. Le V correspond à une préférence pour l'apprentissage visuel, le A pour une préférence auditive, le R pour une préférence pour la lecture et l'écriture et le K pour une préférence kinesthésique, c'est-à-dire par le mouvement ou l'action. L'idée derrière cette théorie est simple. Si l'on présente un contenu d'apprentissage selon le style préféré de l'apprenant, il l'assimile mieux. Mais en 2008, un groupe de psychologues cognitifs, Harold Poshler, Mark McDaniel et deux autres, s'est penché sérieusement sur la question. Leur mission est évaluer scientifiquement si enseigner selon le style d'apprentissage des élèves, des apprenants, améliore réellement leur performance. Aucune amélioration significative n'a été constatée quand les cours étaient adaptés au style préféré des étudiants. En revanche, une nuance importante a été mise en lumière. Quand la méthode d'enseignement est alignée avec la nature même du contenu, l'apprentissage s'améliore pour tout le monde, quelle que soit leur préférence initiale. Par exemple, utiliser des supports visuels pour enseigner la géométrie ou la géographie, ou favoriser la lecture ou l'écriture pour des matières très textuelles, ou encore enseigner des expériences concrètes pour des disciplines plus pratiques. C'est la conclusion exacte de l'étude. Quand le style d'enseignement correspond à la nature même du contenu, tous les apprenants apprennent mieux, indépendamment de leurs préférences sur la manière dont ce contenu est présenté. Cet épisode est le 5e d'une série sur la science de l'apprentissage, inspiré en grande partie du livre Make It Stick, The Science of Successful Learning, écrit par 3 auteurs, dont l'un, Mark McDaniel, faisait partie de l'équipe chargée de cette vaste évaluation des styles d'apprentissage. Cela dit, l'étude a tout de même identifié 2 préférences individuelles qui, elles, expliquent véritablement des différences dans l'apprentissage. La capacité de structuration et la capacité à extraire des règles, la capacité d'extraction de règles. Et ce sera le contenu principal de cet épisode. Commençons par la structuration. Les personnes qui ont une forte capacité à dégager les idées principales ou les points essentiels, la structure de ce qu'elles apprennent mieux que celles qui ont moins cette capacité. Elles savent mettre de côté les détails superflus pour construire une structure mentale claire des éléments les plus importants. Cette capacité d'inhibition, c'est-à-dire le fait d'ignorer ce qui n'est pas pertinent, leur permet de poser une structure solide sur laquelle de nouvelles connaissances pourront venir s'ancrer. Ce qui est génial, c'est que cette capacité peut se cultiver. Je le dis non seulement parce que la science le montre, mais aussi parce que parmi toutes les compétences que j'ai développées dans le temps, c'est celle qui a connu la plus grande progression et qui a eu l'impact le plus profond sur ma façon d'apprendre et de penser. Avec les années, j'ai constaté une évolution spectaculaire de ma capacité à inhiber les distractions et à organiser les idées, c'est-à-dire à voir la structure sous-jacente de contenu. Alors, comment ceux qui ont moins cette capacité peuvent la développer? La réponse est assez simple et unilatérale. Les questions. Des recherches scientifiques montrent que lorsqu'on intègre des questions à un texte ou à un contenu d'apprentissage, c'est-à-dire dans le test ou dans le matériel d'apprentissage, au fur et à mesure que les apprenants apprennent ou lisent le texte, les personnes ayant une faible capacité de structuration arrivent à se construire un modèle mental des idées essentielles aussi bien que ceux qui ont naturellement ou qui ont déjà développé cette capacité au moment de l'entraînement. Quand l'on adopte personnellement, c'est-à-dire se poser des questions, avec le temps on devient capable de se poser les bonnes questions quand on apprend inconsciemment. Et cette seule habitude suffit à créer automatiquement une structure dans ce qu'on apprend. Et oui, on revient à l'épisode 1 de cette série, l'auto-évaluation, et à l'épisode 2, la réflexion, le réflexe de réfléchir, s'arrêter pendant et après l'apprentissage pour penser et se rappeler, exercer l'effort de produire par soi-même l'information alors qu'on parcourt un matériel d'apprentissage. Faire ça de manière régulière et s'engager dans l'effort de rappel actif finit par produire un effet presque magique. Après avoir lu ou regardé un contenu, vous pouvez mentalement visualiser et exprimer clairement la structure de ce que vous avez appris, même des jours après, sans même avoir le besoin de relire.
De toute façon, vous n'êtes pas censé relire, vous êtes censé vous tester. Et cela même si vous n'avez pas consciemment formulé des questions pendant votre apprentissage, évidemment parce que cela est devenu automatique. C'est d'ailleurs pour ça que les parents qui demandent à leurs enfants ce qu'ils ont appris à l'école leur rendent, je pense, un immense service. Ils ne les aident pas seulement à consolider leur apprentissage, puisque ce sont des tests, mais ils contribuent aussi à développer leur capacité à structurer ce qu'ils apprennent, à parler de ce qui est important, du squelette qui sous-tend tous les détails de ce qu'ils ont appris. Il y a quelques années, ma capacité de structuration était tout au plus moyenne. Aujourd'hui, c'est l'une des rares compétences pour lesquelles je pense être objectivement au-dessus de la moyenne. Et je sais que je ne l'ai pas toujours eu, parce que la manière dont je structure les choses maintenant n'a absolument rien à voir avec celle que j'avais il y a quelques années. Alors qu'est-ce qui a changé? Les livres et la prise de notes. Concrètement, voici ce que je faisais. Imaginons que nous sommes lundi, je lis un chapitre de livre. Mardi, avant de continuer le livre, je résume ce que j'ai lu la veille, sans rouvrir le livre. Observez bien, je laisse 24 heures passer sans essayer de me rappeler de ce que j'ai lu, pour laisser une certaine dose d'oubli advenir, et ensuite, le jour suivant, je me teste en essayant de reconstruire ce que j'ai lu la veille. Et c'est dur au début, on oublie plein de choses, mais c'est génial. N'oubliez pas, l'oubli est une bonne chose. Avec le temps, quelque chose change. On arrête de se perdre dans les détails inutiles ou même de commencer par les détails. On apprend à construire d'abord la structure, puis à y ajouter les détails pertinents au fur et à mesure qu'on avance. En fait, la structure est l'élément central qui permet de se rappeler des détails. Et ça devient seconde nature. Ensuite, la capacité à extraire des règles. Un petit problème pour vous à résoudre. Il y a une tumeur inopérable qui peut être détruite par des radiations ciblées. Mais les radiations doivent aussi traverser des tissus sains. Un faisceau suffisamment puissant pour détruire la tumeur endommagerait les tissus sains sur son passage. Alors, comment détruire la tumeur sans abîmer les tissus sains? Une idée? Pendant que vous y réfléchissez, sachez que la capacité à extraire des règles, c'est savoir identifier, dégager le principe sous-jacent dans une situation donnée et en tirer une règle que l'on pourra utiliser ensuite pour l'appliquer dans une autre situation. Une solution au problème précédent? Un autre problème pour vous, comme si cela ne suffisait pas. Les troupes d'un général s'apprêtent à attaquer un château protégé par des douves. Les espions ont appris que les ponts au-dessus des douves ont été piégés par le commandant du château. Les mines ont été réglées pour laisser passer de petits groupes afin que les habitants puissent aller chercher de la nourriture ou du bois à l'extérieur. Alors, comment le général peut-il faire passer une grande armée sans déclencher les mines? Les deux problèmes précédents sont en réalité issus d'études sur l'apprentissage par extraction de règles. Les participants ont généralement du mal à trouver la solution à l'un ou à l'autre de ces problèmes, à moins qu'on ne les invite à chercher les similarités entre eux. En les comparant, ils remarquent dans les deux cas une grande force qui doit être dirigée vers une cible. Ils remarquent aussi que cette force ne peut pas être envoyée en un seul bloc par une seule route sous peine de conséquences négatives. Ils remarquent que des forces plus petites peuvent atteindre la cible, mais sont insuffisantes à elles seules pour résoudre le problème. Et donc, en identifiant ces points communs, ils découvrent une stratégie: diviser la grande force en plusieurs petites, les faire passer par différentes routes et les faire converger vers la cible sans déclencher les mines ni endommager les tissus sains. Et ce qui est intéressant, c'est que, après avoir compris cette solution de convergence, les étudiants réussissent à ensuite résoudre toute une série d'autres problèmes du même type. Alors, une question pour vous. C'est quoi la règle ici? Comment les personnes ayant une faible capacité à extraire des règles peuvent l'améliorer? Une piste? Elles devraient étudier deux exemples ou plus simultanément. Et c'est ce que montrent les recherches scientifiques. Les auteurs de Make It Stick le résument parfaitement.
Les personnes qui de manière habituelle extraient les principes ou règles sous-jacents à partir de nouvelles expériences apprennent mieux que celles qui se contentent de prendre ces expériences au pied de la lettre sans en tirer des leçons à appliquer plus tard dans des situations similaires. Ils disent aussi: les personnes capables d'identifier les concepts saillants au milieu d'informations secondaires et de relier ces idées clés dans une structure mentale réussissent mieux que celles qui n'arrivent pas à séparer le bon grain de l'ivraie et à comprendre comment ce grain est transformé en farine. Avec ces deux éléments en tête, comment devenir un apprenant agressif? Avant de lire Make It Sick, je considérais les textes comme des outils servant à classer les apprenants pour déterminer qui était le plus intelligent. Ce que je ne savais pas, c'était que certaines composantes de l'intelligence pouvaient évoluer. Nous en parlerons dans l'épisode suivant. Et j'ai éprouvé une certaine peur, que ce soit lors d'auto-évaluation, de compétition, de quiz, ou même en tentant un panier sous le regard des autres. Mais depuis que j'ai découvert l'idée du test dynamique et que je l'ai fait mienne, les tests me paraissent totalement différents. C'est à la fois si simple et si profond. Les tests sont des moyens d'identifier mes faiblesses et mes forces, que ce soit lorsque je me teste moi-même ou que quelqu'un d'autre me teste pour absolument n'importe quoi. Apprendre un art martial, jouer un instrument, passer un test en stats. Cela peut paraître cliché, mais c'est une forme de libération une fois que vous avez cette idée ancrée en vous. Vous devenez différent. Les questions sont les réponses. Les questions sont les réponses. Sans test, il n'y a pas d'apprentissage. Tester, réfléchir à ces expériences, qui est en soi une forme de test, c'est inévitablement devenir plus compétent parce qu'à travers ce processus, on découvre ce que l'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, et travailler sur ce qu'on ne sait pas, nous rend meilleurs. Et c'est exactement ce que le psychologue Robert Sternberg appelle le test dynamique. Il le décompose en 3 étapes claires. Étape 1. Un test, peut-être une expérience ou un examen écrit, me montre où j'ai des lacunes dans mes connaissances ou compétences. Et je m'engage dans la 2e étape à devenir plus compétent en utilisant la réflexion, la pratique, l'apprentissage espacé et d'autres techniques efficaces. Et à l'étape 3, je me teste à nouveau en faisant attention à ce qui fonctionne mieux, mais aussi et surtout à ce sur quoi je dois encore travailler. Le cycle continue car ce nouveau test me révèle mes forces et mes nouvelles faiblesses. Malheureusement, beaucoup de systèmes éducatifs favorisent exactement l'antithèse du test dynamique en insistant sur la permanence des erreurs. Ils transforment les notes en verdict définitif. Et quand les notes comptent plus que la progression, le véritable apprentissage passe au second plan. Un retour d'un professeur sur une dissertation, vous l'ignorez tant que la note est bonne. Des corrections sur un contrôle de maths, on y jette juste un coup d'œil pour vérifier si les points ont été bien attribués et si le total a été bien compté. La note devient l'objectif final, plus un simple instantané aperçu des forces et faiblesses dans le processus d'apprentissage, mais une étiquette qui est figée. Dans le prochain épisode, je fais un détour par le cerveau, l'intelligence et leur relation à l'apprentissage. À la fin de cet épisode, vous sentez probablement que vous avez tout bien compris. Mais comment faites-vous pour en être sûr? Vous pouvez télécharger l'illustration de la vidéo dans la barre de description ainsi que le fichier PDF, les résumons. Bye.